On est très content de pouvoir présenter à nouveau ce projet. On l'a beaucoup présenté depuis 1 an et demi. Aujourd'hui, ça va être une présentation un peu particulière parce qu'on va s'attarder beaucoup sur un cas d'utilisation réel en production à l'Université de Lorraine, qui est représenté aujourd'hui par Thomas Junot. Vous voyez en bas à droite de l'image l'équipe EasyParse, comme elle était il y a 3 ans quand le projet a commencé. Aujourd'hui, on n'est que deux, donc Thomas Junot qui travaille à l'Université de Lorraine et moi-même qui travaille pour le consortium de négociation documentaire Couperin. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions qui vous viendraient après la présentation. Il y a des choses qui vont aller vite, il y a des choses qui vont être un peu des redites. On va essayer de ne pas y passer trop de temps. Julien nous a beaucoup facilité la tâche tout à l'heure parce il s'est chargé d'une partie de notre présentation. Donc on va pouvoir passer ça et aller assez vite dans le vif du sujet, je m'en réjouis. Donc voilà, le plan de la présentation est assez simple. Moi je vais parler rapidement des enjeux de ce projet, du contexte dans lequel il a été monté, dans lequel il fonctionne, et puis comment le logiciel, puisqu'EasyParse c'est un logiciel, fonctionne, avec quoi on travaille et qu'est-ce que ça produit. Ensuite, Thomas vous parlera de l'utilisation et de l'exploitation qui est faite de ce logiciel à l'Université de Lorraine. Et enfin, si on a le temps, je dirais 2 mots de la communauté et des utilisateurs d'EasyParse, puisque ce sont cette communauté et ces utilisateurs qui font une grosse plus-value à ce logiciel, et vous comprendrez pourquoi, et on vous invite à participer dans les modalités qu'on va vous exposer en fin de présentation. Donc la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on se fatigue à créer un logiciel comme EasyParse quand on peut s'appuyer sur des statistiques éditeurs. Il est évident que là on est dans le contexte où on cherche à obtenir en tant qu'établissement qui s'abonne à des ressources électroniques des informations sur les usages qui sont faits de ces ressources électroniques. À quel point les utilisateurs y accèdent ou pas, à quel titre en particulier ils accèdent, dans quelle quantité, à quel titre ils n'arrivent pas à accéder, etc. On est vraiment dans cette problématique-là. J'espère que tout le monde l'aura compris et qu'il n'y a pas de malentendu. Donc la première question qui vient, c'est pourquoi on ne travaille pas avec les statistiques éditeurs, ou pourquoi les statistiques éditeurs ne sont pas suffisantes pour faire le travail qu'on souhaite faire. Donc là, vous avez les 3 cas de figure. En partant de la droite envers le meilleur cas de figure, un éditeur est certifié Counter. Il nous délivre régulièrement des rapports, ce qu'on appelle des rapports d'utilisation. C'est un terme un peu abusif, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Donc vous voyez que le code couleur est assez bien fait, hein. Donc vert c'est le bien, orange c'est moins bien et rouge c'est pas très très bien. Et en fait, même quand on est dans un cas intéressant, c'est-à-dire des éditeurs qui se conforment au guide de bonne pratique Counter et qui nous délivrent régulièrement des rapports d'usage, il faut quand même avoir en tête que c'est un matériau qui n'est pas suffisant pour aller dans le détail des usages. Parce que déjà, il faut c'est intéressant si on peut vérifier des chiffres, avoir des données contradictoires. C'est pas le cas quand on travaille avec une seule source de données. Après, c'est intéressant de pouvoir travailler avec une granularité plus fine que celle que les éditeurs nous fournissent. Typiquement, dans les rapports Counter, on a des données par établissement. Et nous, là, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir avoir des données par communauté d'utilisateurs, par niveau de diplôme, etc. Enfin, Thomas va vous l'exposer en détail. Donc si vous avez ça en tête, ça, c'est notre contexte de travail, c'est de dire les statistiques éditeurs ne sont pas suffisantes. Sans transition, je passe à la ligne de vie du projet EasyParse. Donc vous allez remarquer qu'en fait le projet s'est arrêté fin décembre. Donc là on parle d'un logiciel dont la phase projet, la phase d'implémentation première est maintenant terminée, officiellement terminée. C'est pas pour ça que le logiciel n'existe plus, il existe encore et on cherche des moyens, on est en train de trouver des moyens de mettre à profit ce logiciel dans un autre projet dont on ne peut pas encore beaucoup parler puisque notre première réunion va avoir lieu début février, mais je vous invite à continuer à vous renseigner à propos d'EasyParse. On a bien dans l'intention de faire en sorte que ce projet, que ce logiciel continue à non seulement à exister, mais aussi à être vivant, donc à être maintenu, à évoluer probablement un peu moins vite et de façon un peu moins
complexe que jusqu'à présent, parce qu'on a connu un cycle de développement là sur 3 ans assez rapide, avec une version livrée presque tous les mois. Là, on a mis les grands événements. Je pense que vous voyez pas très bien, mais c'est pas très grave. Je pense que le diaporama sera mis en ligne sur le site de l'ENSIB, ou alors vous pourrez le retrouver sur le site analogiste. Enfin, on fera en sorte que vous l'ayez. Vous pourrez aller voir plus en détail les événements qui ont constitué la vie du projet. Donc, qui s'est étalé en 3 phases, dont la dernière phase vient de se terminer. Pour parler du logiciel, on présente sur cette diapo le haut d'un poster. J'en ai 15 exemplaires avec moi. Si vous êtes intéressé, je peux en distribuer 15 exemplaires. Il faudra être rapide. Et je veux bien les distribuer parce que sinon je reviens avec à Paris, c'est un peu dommage. Pour ceux qui auraient voulu un exemplaire papier et qui n'en trouvent plus, le poster est aussi disponible sur le site analogiste dans la partie support au poster. Enfin, vous pouvez le retrouver aussi par d'autres moyens. Donc là, c'est un moyen, on montre de façon schématique à quel endroit on travaille. Donc, on se positionne. Là, ce que je vais décrire, c'est très très similaire à ce que Julien a décrit pour Open Edition. On travaille juste de l'autre côté de la médaille. Open Edition travaille côté éditeur, donc il voit arriver des connexions entrantes d'utilisateurs de l'extérieur sur des ressources qu'ils possèdent sur leur serveur. Et nous, en établissement, on a remarqué que on était souvent dans la configuration qui est projetée ici, où l'établissement dispose d'un dispositif médiateur, un reverse proxy, qui est positionné entre un utilisateur de ressources et des ressources documentaires qui sont disponibles sur les portails des éditeurs. Et en fait, ce reverse proxy, il fait peu ou prou le même travail que le serveur chez Open Edition, en cela qu'il collecte des logs à chaque action de l'utilisateur. Donc à chaque fois que l'utilisateur demande à accéder à un article sur le site de Sciences Direct, par exemple, le reverse proxy dans l'établissement collecte la séquence d'actions d'accès à cet article. Et donc on retrouve dans les logs du reverse proxy le même genre d'informations que ce que Open Edition retrouve dans les logs de son serveur quand des utilisateurs accèdent à ces ressources. Et c'est ce matériau-là sur lequel on va travailler, sur lequel on branche EasyParse pour qu'il travaille et qu'il nous donne des événements de consultation après avoir nettoyé et enrichi ce matériau très riche mais assez bruité que sont les lignes de log. Ça, je vais le passer parce que Julien l'a déjà montré tout à l'heure, c'était la constitution d'une ligne de log. Je vais m'arrêter sur celle-là. Donc, dans une ligne de log, on a un tas d'informations, toujours les mêmes, toujours au même endroit, et on en a un paquet. Ce qui va nous intéresser à plus forte raison dans EasyParse, c'est l'URL à laquelle a accédé l'utilisateur. On se rend assez vite compte, d'une plateforme d'éditeur à l'autre, que dans les URL, on trouve souvent des éléments, explicites ou pas, qui caractérisent la ressource qui a accédé. Donc là, en l'occurrence, chez Sciences Direct, toujours, je ne suis pas payé pour prendre toujours l'exemple de Sciences Direct, mais là, comme on est en public, c'est le premier exemple qui me vient, et en plus, c'est celui de la diapo, mais on pourrait en citer d'autres. Donc là, je pense à Wiley, à Springer, à Open Edition, et puis à un tas d'autres. Aujourd'hui, on est capable de traiter 80 plateformes, il me semble. Ça a dû augmenter ces derniers temps, mais il me semble que quand vous installez EasyParse aujourd'hui, vous récupérez de quoi traiter des accès à 80 plateformes d'éditeurs différents, distincts. Donc là, pour le cas de Sciences Direct, quand un utilisateur accède à un article, à chaque fois qu'il accède à un article, quel que soit l'article, quelle que soit la revue, la plateforme de Sciences Direct est organisée de telle façon qu'on a accès directement dans l'URL à l'ISSN de la revue qui a accédé. Et puis, d'autres informations, comme par exemple le fait qu'on est sur un PDF. Donc là, j'ai mis en rouge les éléments explicites. Et ce travail-là de reconnaissance, on peut le faire plateforme après plateforme. Et ça nous permet, dans EasyParse, de déclencher des parseurs qui sont capables de reconnaître pour chaque plateforme éditeur le type de ressources auxquelles on accède. Donc ça, c'est une vue d'avion de ce qui se passe quand on utilise EasyParse. Donc là, le petit bonhomme, c'est plus le lecteur qui accède à des ressources numériques, c'est le bibliothécaire ou la personne en charge des ressources numériques dans un établissement qui veut savoir à quelles ressources son public accède quand il transite par le reverse proxy de l'établissement. Donc il fournit à EasyParse un fichier de log, le fichier de log du reverse proxy pour le mois passé,
Et EasyParse travaille. Donc il découpe les lignes, il travaille ligne par ligne, il les nettoie, donc il enlève tout ce qui n'est pas significatif, les accès aux images, les accès aux fichiers JavaScript, etc. Et sur la partie qui nous intéresse, celle que j'ai montrée tout à l'heure, la partie URL, il déclenche un parseur par type d'URL reconnu, et ce parseur va dire des choses sur la ressource accédée. Et ensuite, EasyParse nous fournit, pour chaque ligne intéressante, un événement de consultation, ce qu'on appelle un événement de consultation. Et ensuite, une fois que ce travail est fait pour toutes les lignes du fichier de départ, EasyParse vous renvoie un fichier constitué de une ligne, enfin de plusieurs lignes, mais chaque ligne correspond à un événement de consultation. Et ça ressemble très fort à un fichier de log d'ailleurs, mais c'est un fichier enfin exploitable. Et cette exploitation, alors avant d'arriver à l'exploitation, je vais vous faire une courte démo. On pensait que c'était important de vous montrer ça. Est-ce que j'ai du réseau? C'est pas le cas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une instance d'EasyParse sur mon poste. Donc ce que vous montre Thomas est accessible à easyparse.couperin.org. Oui, donc il y a une instance nationale du logiciel qui est accessible à cet endroit-là, là, mais visiblement pas aujourd'hui, ça doit être l'effet démo. Donc ce que je vais faire, c'est tâcher d'éviter l'effet démo et vous montrer. Donc ça c'est la même chose, sauf que c'est EasyParse installé sur mon poste et accessible sur mon poste. Donc quand vous, dans un établissement, vous décidez d'utiliser EasyParse, vous commencez par utiliser l'instance nationale, donc easyparse.couperin.org pour faire des tests, voir si vos fichiers de log passent, etc. Et une fois que les tests sont concluants et que vous décidez d'adopter le logiciel, vous l'installez sur un serveur dans votre établissement et vous allez faire ce que moi je suis en train de faire. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est demander à EasyParse de traiter un échantillon de log que Thomas m'a fourni, donc un échantillon de log de l'Université de Lorraine, un peu plus court qu'un échantillon normal. Donc là, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai dit à EasyParse, voilà mon fichier de log, et ensuite je lui précise, voilà le format de mes fichiers de log. Donc ça, c'est la traduction du paramétrage du fichier de log qui est accessible à l'Université de Lorraine. Et puis je lance mon traitement, en espérant que ça passe. Enfin, en vrai, ça passe, mais comme là, on est en démo, il y a une chance que ça rate, alors que normalement, ça réussit tout le temps. Donc, le traitement va suivre son cours, j'espère. Et si ça marche pas aujourd'hui, je vous demande de me faire confiance. En vrai, ça marche. Donc, ce qu'il fait, c'est voilà ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il récupère le fichier, il traite ligne à ligne et il détaille. Dans l'interface, bon. Là, c'est pas hyper parlant parce que je sais pas pourquoi, parce que voilà, on est à l'ENSIB probablement. Vous avez le compte des plateformes qui se met à jour, vous avez le nombre de consultations HTML reconnues qui se met à jour, le nombre de consultations PDF qui se met à jour, et puis vous pouvez suivre votre traitement, donc un rappel du fichier ou des fichiers que vous lui avez donné, les rejets, parce qu'en fait, ce que vous lui fournissez, c'est extrêmement bruité, il va y avoir beaucoup de rejets. On va le voir là si ça arrive à la fin. On a un taux de rejet d'environ 90% sur un fichier de log réel, c'est-à-dire il y a énormément de bruit dans ces fichiers de log. Donc c'est un matériau très intéressant, mais qu'il faut nettoyer avant de pouvoir le traiter. Tiens, là on voit qu'il y a beaucoup d'anomalies chronologiques, je n'avais pas fait attention au premier. Donc EasyParse vous alerte sur un certain nombre de choses. Après, en établissement, c'est à vous de voir est-ce que c'est des alertes qui valent la peine d'être prises au sérieux ou est-ce que c'est juste du traitement normal. On a un système comme ça où on fournit à l'utilisateur un ensemble d'indicateurs pendant le traitement pour voir si le traitement s'effectue correctement. Donc là, le traitement est terminé. Et donc on a reconnu, dans ce qu'on lui a donné, là il y avait 33 000 lignes, on a de ça, on a tiré 195 événements de consultation. Vous voyez un peu le taux de rejet que ça représente, je crois qu'il est calculé automatiquement par ici, me semble-t-il.
Enfin bref, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Oui, voilà, 98,75 de rejet. Donc ça, c'est un taux normal. Faut pas s'en affoler. On vous montre ça aujourd'hui aussi pour vous donner des ordres de grandeur de ce avec quoi on travaille et de ce dont c'est constitué. Bon, tout est étonnamment lent. Je propose que donc ce que je récupère quand ça mouline pas comme ça, c'est un fichier CSV qui contient 195 lignes, et chaque ligne, c'est un événement de consultation qui contient à la fois les champs du fichier de log de départ et puis des champs supplémentaires qui disent des choses sur la ressource. Donc par exemple un titre de revue, un ISSN, un DOI, enfin des informations qui sont riches et qui sont parlantes pour quelqu'un qui est en charge des ressources numériques. J'abandonne. Et je laisse la parole à Thomas dès que je récupère la main. Donc ce même fichier a été traité en 5 secondes sur mon ordinateur. Je pense que ce pauvre Mac vit ses derniers jours. Thomas va faire passer son ordinateur dans les rangs. Non, c'est une blague. Donc j'arrête les frais, je vous demande de me croire sur parole. Vous pouvez aussi tester sur l'instance nationale sans aucun problème ce que je viens de vous montrer. Si vous disposez de logs dans votre établissement, enfin que vous avez la main sur des logs, n'hésitez pas à en envoyer une centaine de lignes pour voir comment ça se passe. Si le traitement échoue parce que EasyParse ne reconnaît pas votre format, vous utilisez le formulaire en bas à droite, en bas à gauche. C'est le formulaire sur lequel vous arrivez. Il y a un petit bouton feedback. Dès que vous avez un problème, vous cliquez sur le feedback et nous, ça nous envoie le rapport d'exécution de votre traitement, et comme ça, on peut vous dépanner et vous aider à écrire ce format de log particulier pour vous, sachant qu'en général, si vous n'y avez pas touché, vous aurez un truc par défaut et que probablement EasyParse fonctionnera sans aucun problème. Voilà. Donc là, je passe la parole à Thomas pour l'exploitation des résultats en tant que tel. Oui, donc juste pour rappel, donc l'université de Lorraine en fait a le statut d'université pilote pour ce projet. Alors pour rappel, c'est une université qui est née en janvier 2012 de la fusion de 4 établissements, donc avec une mise en commun, un élagage à ce moment-là des portefeuilles d'abonnement, et surtout aussi au niveau des SI, une refonte complète des outils de recensement de la population universitaire, ce qui, on va le voir, a été très utile. Les accès étaient assurés depuis 3 ans avant la fusion par un EasyProxy commun. Donc depuis 2009, en fait, concrètement, dans les 4 ex-universités puis dans l'université de Lorraine, tous les accès internes et externes à la documentation électronique passent par le proxy, ce qui n'est pas le cas dans toutes les universités, mais ce qui était le cas chez nous. Alors il y avait également la proximité géographique avec l'INIST qui a facilité les collaborations, évidemment, comme on peut s'en douter. Du coup, d'où un petit peu cette synergie qui s'est mise en place à un moment entre Couperin, l'INIST et l'UL. Alors pour nous, les objectifs étaient assez clairs, ils ont déjà été soulignés par Thomas. On a des statistiques éditeurs, elles ne nous permettent pas la qualification des usagers, donc il s'agissait de les compléter par des données sur les plateformes qui ne sont pas couvertes, sur certaines des plateformes qui ne sont pas couvertes par Counter, du moment qu'elles sont analysables dans EasyParse, approfondir les stats par des données de profil d'usagers, et puis utiliser in fine les données indicateurs produits comme outil de pilotage, donc avec divers objectifs, ça peut être la politique documentaire, l'offre de services, notamment le ciblage de la formation, etc. Enfin, il y a toutes sortes d'usages qu'on peut imaginer et qui vont bien au-delà d'ailleurs des décisions d'abonnement ou de désabonnement, puisque on ne se situe pas uniquement dans cette problématique-là, évidemment. Juste un mot sur l'organisation de l'UL, puisque ça va être important pour comprendre la suite. Les laboratoires, toutes les unités de recherche sont organisées en pôles de recherche, et toutes les composantes d'enseignement sont organisées dans ce qu'on appelle des collégiums. Voilà. Donc, ça se pose, c'est bien. Voilà, donc des collégiums disciplinaires. Alors, l'installation d'EasyParse à l'UL n'est pas très différente des cas de figure que Thomas évoquait tout à l'heure. En sortie, on retrouve donc en fait tous les champs de description bibliographique qui sont produits par EasyParse à partir des URL parsés.
on y ajoute ici 5 champs en fait, qui contiennent des données locales sur les usagers. Donc ce sont ces champs évidemment qui vont nous servir à construire les tableaux de bord et à injecter des données qui sont propres à l'établissement. Alors pour vous donner une idée également du volume de ces données, donc Thomas vous a dit que une sortie EasyParse était beaucoup plus petite qu'un fichier de log en entrée, mais pour une année de consultation, on arrive quand même, alors pour 2014 on a été à plus de 1 700 000 événements de consultation, et pour 2015 on est à plus de 2 millions d'événements de consultation. Donc ça veut dire, si vous mettez ensemble en fait bout à bout tous les fichiers des 12 mois, ça vous fait en fait un fichier de 2 millions de lignes. La taille compressée, donc parce qu'on les garde quand même sous forme compressée d'un gros mois, c'est fait environ 12 mégaoctets. Donc vous voyez que c'est assez raisonnable quand même en termes de stockage. Si vous décompressez, par contre, comme c'est du texte, ça prend ses aises. Alors pour la gestion des fichiers, on a adopté le même système qu'Alinis, c'est-à-dire qu'on a un serveur en fait qui est accessible par une interface web. Parce que moi je n'ai pas accès en tant que bibliothécaire directement au serveur sur lequel est installé EasyParse. Donc EasyParse est administré par un technicien, par Bruno Ménette, qui est un technicien qui s'occupe également de l'administration d'EasyProxy. Et donc j'ai à ma disposition une interface web qui me permet de récupérer chaque jour en fait les sorties EasyParse, si je veux aller voir sur une journée particulière, notamment pour analyser éventuellement des abus de consultation sur telle journée. Et puis moi ce que j'utilise pour les stats, c'est évidemment surtout les cumuls mensuels. Donc vous voyez qu'ils sont ici compressés, il y a l'extension GZ, c'est compressé avec un logiciel propre à Unix qui s'appelle Gunzip. Voilà. Alors quelles données récupère-t-on pour qualifier les usages? En fait, il y en a 3 essentiellement. Alors, il y a d'une part ce qu'on appelle la business catégorie de l'usager. Alors ça, c'est quelque chose qui a été mis en place à l'UL avec la fusion. Je crois que c'est propre à notre établissement, enfin on le retrouve peut-être dans d'autres. En gros, c'est le statut de l'usager. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Alors, va y avoir l'affiliation également. Donc les affiliations, les business catégories et les affiliations sont toutes les deux développées en fait grâce à des référentiels auxquels j'ai accès, puisqu'on on avait pris langue avec la direction du numérique assez tôt, en fait, assez en amont dans le projet, pour leur expliquer un petit peu nos objectifs et qu'ils nous donnent accès en fait aux référentiels, y compris dans leurs différentes évolutions. Donc c'est l'injection des données qui viennent de ces référentiels et en post-traitement qui permet de suivre et puis d'adapter le traitement éventuellement d'ailleurs en fonction des choix qui sont faits dans l'organisation des référentiels en question. Alors, troisième donnée que nous récupérons, c'est le code étape. Donc là, ça va peut-être plus parler à certains d'entre vous. Donc c'est le référentiel étape. Donc c'est les références en fait par diplôme et par année de diplôme. Nous moulinons tout cela dans un outil qui s'appelle Omniscope, qui est commercialisé par la société Visokio. Je ne vais pas m'étendre, parce qu'on a quand même assez peu de temps, on voudrait laisser un petit peu de temps pour les questions. Je ne vais pas m'étendre sur les plus et les moins de ce logiciel, mais sachez simplement que c'est un logiciel qui est très très bien pour quelqu'un qui, comme moi, n'a pas de formation de statisticien ou d'informaticien à la base. Donc c'est-à-dire qu'il permet vraiment de s'adonner au traitement de données avec une interface graphique plaisante, etc. C'est vrai par contre que c'est un logiciel qui demande un bon ordinateur, on va dire, pour fonctionner, avec un système de licence également qui est à renouveler annuellement, donc qui peut s'avérer assez coûteux. Cela dit, Omniscope n'est qu'un exemple en fait de logiciel de traitement et de visualisation de données. Vous avez toutes sortes de solutions sur Internet, plus ou moins payantes, plus ou moins libres et ou gratuites. Là je vous en mets deux, il y a ClickView, il ne faut pas oublier également Business Object, pour lequel les établissements ont souvent des licences un petit peu en rab. Donc nous avons pas, je crois qu'on est en train de construire des expériences autour de Business Object. Sur ClickView on n'en a pas, mais c'est peut-être aussi à mesure que les utilisateurs vont construire leurs propres expériences, en fait c'est aussi peut-être des mises en relation qu'on peut effectuer entre des gens qui utilisent les mêmes outils. Voilà. Donc nous on utilise le même outil qu'Alinist et pour l'instant on en est assez content, mais ça ne nous empêche pas d'explorer d'autres pistes. Je vous en parlerai très brièvement.
Bon, je ne vais pas trop m'étendre non plus là-dessus. Les business categories, donc vous voyez la liste ici. Hein. Donc c'est tout simplement en fait le statut, hein, grosso modo, de l'usager. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand vous qualifiez un étudiant, en fait, ben, c'est un étudiant. Hein, vous n'avez pas son niveau, vous ne savez pas s'il est en licence, s'il est en master. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin du code étape. Moi, ce que j'utilise au niveau stat, en fait, ça va surtout être les regroupements, hein, puisqu'en fait, à la limite, que l'étudiant soit inscrit à une formation diplômante ou une formation, enfin bon, voilà, enfin les différentes nuances en fait qu'on peut retrouver ici, je n'en ai pas forcément besoin. Donc moi, je vais récupérer surtout doctorants, étudiants, biatos, enseignants-chercheurs et autres, l'inévitable catégorie autres. Les affiliations, alors comme je le disais en préambule, l'UL, en fait, on a la chance à l'UL d'avoir un référentiel qui a été complètement refondu avec la fusion. Enfin, oui, c'est un mauvais jeu de mots, ça. Enfin, qui a été complètement revu avec la fusion, qui obéit en fait à des règles précises et surtout parfaitement documentées. Donc, qui nous permet notamment de discriminer entre les affiliations de type formation, recherche et administration. Donc, comme vous vous en doutez peut-être, en fait, la plupart des gens, la plupart de nos utilisateurs ont non pas une, mais plusieurs affiliations en réalité. C'est-à-dire qu'un enseignant-chercheur va évidemment être rattaché à une composante d'enseignement et à une composante de recherche. Donc c'est la raison pour laquelle nous prenons, en fait, de manière à pouvoir, moi je prends de manière à pouvoir construire mes tableaux, je vais prendre la première affiliation de chaque type. Première affiliation de type recherche, de type formation, de type administration. Je vais également isoler la première occurrence d'une affiliation de type labo et la première affiliation de type école doctorale, puisqu'en fait il y a eu des exceptions, dans l'ordre des affiliations, il y a quelquefois aussi des choses étranges. Donc, on rajoute en fait un petit nombre, on enrichit en fait les fichiers sur la base de cette affiliation avec le nom développé en clair de l'affiliation, avec également la composante de rattachement et puis le collégium ou le pôle de recherche de rattachement, hein, ce qui nous permet de construire des tableaux un petit peu plus macro. J'espère que je ne vais pas trop vite. Voilà, donc les codes étapes, c'est la troisième donnée que nous récupérons. Donc c'est une nomenclature en fait des formations, donc un code par diplôme et par niveau. Vous en avez des exemples ici, je ne sais pas si c'est très lisible, mais bon, enfin voilà, en fait en gros c'est 6 caractères. Hein. Les 3 chiffres ici, c'est un numéro de version. Donc ce code étape permet de compléter les renseignements fournis par les autres données usagées. Donc quand on a un étudiant, on est capable de dire il est dans tel diplôme et dans telle année. Donc alors c'est depuis juin dernier seulement qu'on exploite cette donnée, mais donc depuis juin en fait nous avons des données complètes qui permettent de connaître le niveau des étudiants consultant les ressources, alors que c'était une donnée qui était un petit peu difficile à obtenir avant. Voilà, donc quelques éléments complémentaires. Donc, tout d'abord, le traitement des doubles affiliations. Donc, comme je le disais, les tableaux, on récupère les deux séparément. Donc, ça veut dire aussi que moi, je vais avoir du mal en fait à construire des tableaux de bord qui vont. Encore une fois, je ne suis pas statisticien. Il y a peut-être une solution, je ne sais pas. Et je n'ai pas construit pour l'instant des tableaux de bord qui tiennent compte à la fois de la recherche et de l'enseignement. Donc, je construis des tableaux de bord pour la recherche, j'en construis pour l'enseignement. Les deux restant séparés. Il y a également quelques petites choses qu'on apprend en fait en utilisant le logiciel. Hein. Alors les bases de type Europress ou Factiva, qui sont des bases de presse, des bases pour Factiva il y a toute une partie factuelle également. Il est évident que la lecture d'un article de presse ne correspond pas à celle d'un article scientifique. Pour autant, les deux types de consultation vont alimenter un même type de consultation EasyParse qui va s'appeler article. Donc à voir en fait comment vous traitez ça. Pour notre part, nous avons fait le choix, c'est un choix, mais de ne pas tenir compte des consultations Europress pour les statistiques recherche. En revanche, pour les statistiques enseignement, nous les conservons. Il y a également le cas un petit peu particulier des bases juridiques, c'est-à-dire que comme on est sur du commentaire, bien souvent en fait on est sur une granularité à l'article qui est beaucoup plus fine que pour un article scientifique dans une autre discipline. Alors, une question qu'on me pose également assez régulièrement, c'est si vous utilisez EasyParse, vous n'avez plus besoin du coup des rapports d'aller récupérer les rapports chez les éditeurs.
En fait, si, hein. C'est-à-dire que le fait d'utiliser EasyParse ne nous dispense pas d'aller chercher les rapports chez les éditeurs pour deux raisons. D'une part, il y a des stats qui sont disponibles d'un côté qui ne vont pas être disponibles de l'autre et réciproquement. D'autre part, bon, Counter, dont vous a parlé Julien tout à l'heure, reste quand même la référence internationale en matière de décompte de l'usage. Et donc, dans la perspective de comparaison avec deux autres universités, dans le cadre de mesures par exemple, ou d'autres projets de ce genre, il est important que nous gardions contact évidemment avec les stats récupérées chez les éditeurs. Donc les deux restent indispensables. Je dirais qu'en fait, l'usage d'EasyParse va plus correspondre à un usage, dans mon esprit en tout cas, hein, mais chaque utilisateur a peut-être une vision différente, va plus correspondre à une logique de service et d'orientation de service et d'aide au pilotage. C'est-à-dire que ça va vous permettre de mieux connaître votre consultation, au-delà de vous permettre de mieux connaître l'usage qui est fait de vos ressources. Alors quelques exemples maintenant de représentation graphique obtenue dans VisoQ à partir des données que j'ai traitées selon les paramètres que je viens de vous évoquer. Donc ici, un tableau très basique qui donne la vue d'ensemble des consultations d'articles par plateforme et par type d'usager. Alors vous remarquerez ici la part très importante prise par les étudiants. Donc ça a été une surprise pour nous, surtout sur certaines plateformes, je vais y revenir. Ici, par exemple, la plateforme Sciences Direct, donc vous voyez une part étudiante qui est beaucoup plus importante en fait qu'on ne l'aurait imaginé a priori. C'est-à-dire on se disait que Sciences Direct c'était quand même une ressource qui parlait surtout aux chercheurs. Or, on se retrouve quand même avec une petite moitié de consultations qui est effectuée par des étudiants. Donc voilà un peu le genre de résultats auxquels vous pouvez prétendre parvenir. Ici avec un hit parade des revues sur la plateforme. Donc là, j'avais construit. Alors je ne peux pas vous montrer le tableau de bord en fait en action, mais vous sélectionnez en fait une plateforme et puis vous avez le portrait de la plateforme qui s'affiche sur la droite. Ici, Juris Classer, toujours une part importante par les étudiants, et puis là, ici, les BIATOS, BIATS qui apparaissent, et puisqu'en fait, on a également une grosse utilisation au niveau des services administratifs, de ces bases juridiques. Donc, ce n'est pas très étonnant. Voilà. Alors, EasyParse peut permettre, c'est un à côté, mais de détecter éventuellement quelquefois des activités anormales. Ici, en fait, c'est un circonscription. On a circonscrit la visualisation au collégium sciences humaines et sociales, donc sur la plateforme Sciences Direct. Donc plateforme qui normalement est assez peu utilisée, même s'il y a des articles qui les intéressent. Et puis là, brusquement en août, zoom, voilà. Donc, nous avons pris les mesures appropriées, mais voilà. Donc, ça nous a permis. Enfin, c'est vraiment en traitant mes statistiques que j'ai pu voir ça. Voilà. Ici, une vue d'ensemble des collégiums. Alors, c'est pas très lisible et je m'en excuse, mais le premier collégium qui apparaît ici, c'est droit, économie, gestion. Pourquoi? Donc ça rejoint la question de la granularité des articles que j'évoquais tout de suite. Donc à savoir qu'en fait ici on va avoir l'Amiline et Juris Classer qui vont prendre une très grosse part des consultations qui vont expliquer ce classement. Un exemple d'exploitation du code étape, donc les plateformes les plus utilisées par niveau d'étudiants ou par type de diplôme, puisqu'en fait les diplômes médicaux sont d'autres intitulés et un autre découpage. Et puis là l'inverse, donc par plateforme en fait on regarde quel niveau étudiant consulte le plus. Voilà, je vais passer un petit peu vite. Des portraits personnalisé par collégium. Donc ici, droit, économie, gestion. On retrouve Juris Classer en top du hit parade de la consultation des ressources, assez logiquement. Remarquez la part également très très importante des étudiants. Donc il montre la part aussi très importante pour les sciences juridiques en fait prises par les bases de données. Enfin, c'est du moins comme ça que je l'interprète. Voilà. Ici, pareil pour la santé. Donc là, Sciences Direct qui se taille la part du lion. Voilà. Alors,
ici, alors c'est le hit parade des consultations d'articles par labo. Donc quel labo consulte le plus d'articles? Et à l'intérieur de chaque colonne, vous avez le découpage par plateforme. Alors, ce qui est amusant, en fait, c'est que si vous comptez Europress dans ce hit parade, et si vous enlevez Europress, en fait, ben, le classement va complètement changer. Donc, c'est un petit peu le problème d'Europress, en fait, qui est une base très généraliste et très utilisée, et qu'on va consulter pour des raisons qui peuvent être des raisons de loisirs, ce qui est tout à fait légitime, ou pour des raisons de recherche. Donc il est évidemment impossible de discriminer entre ces deux types d'usages. Donc c'est pour vous montrer pourquoi nous avons fait le choix d'enlever Europress des tableaux recherche. Ici, bon, je ne nomme pas les labos, c'est très volontaire. Ici un zoom sur un laboratoire en sciences. Bon, donc toujours hein, évidemment la célèbre plateforme d'Elsevier qui se taille la part du lion, et puis donc ensuite des consultations qui sont assez bien assez correctement réparties entre enseignants, chercheurs et doctorants, et puis avec une part assez importante des biatos. Non sachant que dans les biatos on met sauf erreur, les ingénieurs d'études. Donc, ici, la même chose en lettres SHS. Donc là, les chiffres sont beaucoup moins importants. Donc en faisant un zoom sur certains laboratoires, en fait, on peut s'apercevoir que les consultations sont bien inférieures à ce qu'elles pourraient être. Alors, à l'UL, nous sommes en train de mettre en place, je suis un peu en retard, nous sommes en train de travailler en fait sur un réseau d'appui à la recherche, donc d'appui aux chercheurs. Donc, cibler comme ça les consultations sur un laboratoire particulier permet de cibler aussi, de pouvoir cibler éventuellement des besoins particuliers. Bon, la même chose en sens juridique, voilà. Alors, voilà, du coup j'ai été un peu au pas de course. Deux mots donc sur un des axes un petit peu de perspective particulier, enfin pour EasyParse en général, mais à l'UL en particulier. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler du projet Agimus. Donc Agimus, c'est un projet qui réunit plusieurs DSI en France. C'est une plateforme qui permet, bon voilà, enfin je vais lire parce que j'ai repris le propos sur leur site, ça sera beaucoup plus simple. Une plateforme qui permet d'utiliser les fichiers de Strass et le système d'information d'un établissement, donc annuaire LDAP, etc., afin de produire un entrepôt de données pour produire des indicateurs statistiques, des indicateurs statistiques d'usage des services numériques. Donc c'est-à-dire qu'on est exactement, en clair, hein, dans la même logique que celle d'EasyParse. Donc alors dans Agimus, vous avez, alors ça se base en fait sur une suite logicielle qui inclut un module de visualisation. Le module s'appelle Kibana, la suite s'appelle Elasticsearch, je crois. Et donc il paraissait assez logique en fait d'étudier un branchement tout simplement des données EasyParse sur le Agimus actuellement en déploiement à l'UL. Donc vous avez sur la droite en fait non pas ce que nous avons mais ce que nous souhaiterions avoir. Donc ce serait en fait c'est une projection en fait d'un fonctionnement possible de ce que nous avons appelé, sans trop nous embêter, à dit Agimus, donc c'est-à-dire une alimentation d'Agimus par les données EasyParse qui serait complémentaire un petit peu de tout ce que je viens vous montrer et qui permettrait d'avoir des données un petit peu en temps réel avec surtout un module de visualisation qui soit accessible par l'ensemble d'une équipe, ce qui manque un petit peu au fonctionnement actuel. Juste aussi un point sur la principale différence avec les processus qui ont été décrits jusqu'à présent, c'est que les infos utilisateurs sont injectés directement et en quasi temps réel au moment de la consultation. Donc il n'y a pas aucune information d'authentification autre que celles qui sont nécessaires au tableau ne sont stockées sur le long terme. Donc du coup on a une épuration parfaitement compatible avec la loi informatique et liberté et toutes les directives européennes en la matière. Qu'on a peut-être un petit peu, qui est un petit peu plus difficile techniquement actuellement.
Voilà, donc quelques exemples de tableaux, mais sur lesquels je ne m'étends pas. Mais vraiment, si vous voulez plus de précision sur les fonctionnements que je vous ai décrits, n'hésitez pas à venir nous voir ou nous contacter en fait en aval de cette présentation. Juste pour vous dire de vous méfier des camemberts et de bien veiller à bien regarder leur composition. Voilà. Parce qu'un camembert, c'est très séduisant, ça parle bien. Mais bon, voilà, ce n'est pas. Ça peut exercer un pouvoir de fascination contre lequel il faut se prémunir. J'aime beaucoup le camembert. Merci. On a encore 3 diapos. D'accord. Mais ça va aller vite. C'est pour faire de la pub pour le projet et pour surtout vous inciter à y participer. Et quand je dis vous, c'est vous en établissement qui êtes en charge des ressources numériques. Vous qui opérez un reverse proxy et donc vous qui êtes en mesure d'utiliser EasyParse et d'en tirer un bénéfice. Pour vous mettre l'eau à la bouche, j'ai mis ce tableau-là qui est le suivi des établissements qui se montrent intéressés, qui installent, qui sont en train d'installer ou qui exploitent EasyParse. Donc on a une sorte de cible à une 110aine d'établissements. Ce sont les établissements qui nous ont signalé utiliser un reverse proxy pour tout ou partie des accès à la documentation numérique. Et sur ces 108 établissements, on a 30% des établissements qui sont intéressés jusqu'à utilisateurs du logiciel. Donc si vous commencez à utiliser EasyParse, sachez que vous n'êtes pas tout seul, sachez que d'autres établissements l'utilisent aussi, et donc on a une sorte de base utilisateur qui nous permet aussi de vous mettre en relation les uns avec les autres en fonction des cas d'utilisation que vous envisagez et en fonction des contraintes techniques que vous rencontrez. Un aspect qu'on n'avait pas tellement prévu et qui nous a surpris, c'était une bonne surprise, c'est que en proposant EasyParse à la communauté, puisque c'est un logiciel libre et gratuit, on a touché rapidement à la communauté internationale, notamment les Américains en grosse partie, mais aussi d'autres collègues qui sont mis à installer le logiciel, à nous faire des retours. Et on apprend incidemment que certains collègues présentent leur travail avec le logiciel dans des conférences. On a eu une contribution au code, une contribution non triviale au code depuis l'extérieur. Enfin, les portes sont ouvertes et vous pouvez utiliser EasyParse sans vous préoccuper de contribuer, mais vous pouvez aussi contribuer à EasyParse. Vous êtes les bienvenus. Enfin, le dernier point, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, la capacité de reconnaissance d'EasyParse. C'est-à-dire le fait qu'il puisse, pour chaque ligne de log, décider, voilà, ça c'est telle plateforme éditeur, et pour telle plateforme éditeur, je suis capable de reconnaître que c'est tel type de ressource qui est accédé. Ça se fait pas tout seul. En fait, on a besoin de faire ce qu'on appelle une analyse de plateforme, c'est-à-dire de décrire sous une forme un petit peu normée qu'est-ce qu'on trouve sur une plateforme d'éditeur. Et qu'est-ce qu'on trouve sur une plateforme, c'est-à-dire quel type de ressources on y trouve, et à chaque fois qu'on accède à une ressource d'un type particulier, à quoi ressemble l'URL pour cette ressource et pour ce type particulier. Et donc on a monté un outil qui permet de créer une analyse de plateforme, et ça va nous permettre d'écrire facilement le programme que EasyParse déclenchera. On appelle ça un parseur. Donc EasyParse vient avec 80 parseurs. On espère, avec ces 80 parseurs, on couvre déjà une grosse majorité des ressources commercialisées, mais évidemment il en manque. Donc là on est à l'étape où ce qui nous manque, c'est des ressources de niche ou des ressources qui sont un petit peu compliquées à analyser. En attendant, ce travail d'analyse, c'est pareil, il est rendu public et vous pouvez venir y participer. C'est-à-dire, vous installez EasyParse, vous vous rendez compte que EasyParse dit des choses sur un certain nombre de ressources dans votre établissement, mais pour 2 ou 3 éditeurs, il manque des informations. À ce moment-là, vous reprenez contact avec nous pour venir participer à l'analyse d'une ou 2 plateformes qui nous permettront d'écrire les parseurs pour ces plateformes. Et donc, on a un outil dédié. Je vous le montre là rapidement. Donc c'est vraiment très facile, hein. C'est du copier-coller d'URL. L'outil s'occupe pour vous de découper l'URL, les différents éléments qui constituent l'URL, et vous pouvez commenter ces différents éléments en disant, voilà, quand on trouve ça dans l'URL, ça veut dire que c'est un PDF, ça veut dire que c'est tel numéro de page, ça veut dire que c'est tel ISSN.
Et une fois que vous avez fini ce travail-là, vous nous mettez un message en disant voilà, moi j'ai fait l'analyse de telle plateforme, est-ce que vous pouvez créer le parseur? Et c'est très rapidement fait. Donc c'est une sorte d'aller-retour facilité par des outils de collaboration. Et donc on vous encourage, pareil, à venir participer à cet aspect-là du logiciel, qui n'est pas tout à fait du logiciel, mais qui nous permet, nous, d'enrichir facilement le logiciel. Voilà, je vous remercie de votre attention. On espère que la présentation était assez claire, sinon on a peut-être un peu de temps pour des questions. Voilà, c'est ça. Merci. Est-ce que donc nous avons des questions dans la salle avant de passer à la dernière intervention? Et si vous n'avez pas de questions tout de suite, on est joignable par mail. Voilà. Alors, si c'est une question à laquelle vous avez répondu à un moment où je n'étais pas dans la salle, toutes mes excuses, n'y répondez pas, mais à partir du moment où il y a un reverse proxy qui est le lieu de captation du log, ça veut dire que les accès à des ressources qui ne nécessitent pas de passer par ce reverse proxy ne rentrent pas dans l'analyse. Exactement. Ça veut dire que les ressources en accès libre, réaliser les accès à ces ressources en accès libre réalisés hors proxy, on les verra pas passer. Et à plus forte raison, il y a, tout ce qui ne transite pas par le proxy, EasyParse ne peut rien en dire, puisqu'on a besoin de ces traces. Donc notre matériau, ce sont les traces. Thomas, je peux juste ajouter que le problème est le même pour les stat counters en fait, puisque pour agréger des stat counters, il faut qu'on sache d'où vient la consultation pour que l'éditeur puisse les. Je parle sous le contrôle de Julien, mais si votre chercheur se connecte de chez lui, de toute façon, la consultation va vous échapper dans le décompte. Donc, c'est exactement la même chose en fait. D'accord. Parce qu'en fait, ma question c'était les graphiques et les indicateurs, les tableaux de bord que vous avez montrés, ils me semblent vraiment passionnants pour. Alors moi, du point de vue pas bibliothécaire, mais plutôt pratique documentaire numérique de chercheur. De voir dans telle discipline quelles ressources sont accédées, en sachant que j'ai cet angle mort qui est les ressources non. Est-ce que du coup il y a une éventualité, il serait envisageable de croiser ces données-là avec un autre type de données qui serait fourni par AL cette fois-ci, ou comment essayer de limiter cet angle mort dans l'étude des pratiques, si c'est un intérêt d'après vous? Ça a un intérêt et on est techniquement confronté à cette question. Et avant de répondre à votre question sur HAL, j'en profite aussi pour signaler que dans un établissement, quand vous proxifiez l'accès à des ressources, à l'UL, toutes les ressources sont proxifiées. Donc on a une idée, toutes les ressources sont proxifiées hors ressources en libre accès. Mais il y a beaucoup d'établissements où EasyProxy n'est utilisé que pour les accès distants. Ça veut dire que quand on utilisera EasyParse sur ces données-là, on aura du matériau que pour les accès distants. Donc c'est un peu la même question, mais nous c'est la limite technique du projet. Après, on a travaillé avec HAL. L'année dernière, ils nous ont fourni un fichier de log des accès au portail HAL pour voir si on arrivait à en dire des choses. Comme on est aussi contraint en termes de ressources humaines, on a emprunté un peu de chemin, puis ensuite on est revenu parce qu'il y a d'autres projets de statistiques pour les archives institutionnelles qui sont à l'œuvre, notamment à l'échelle européenne. Et pour nous, c'était trop tard pour mettre le pied dans la porte, demander des financements, etc. sur ces projets-là. Les projets sont déjà montés, donc on est un peu arrivé après la bataille, mais on a quand même dans l'idée que c'est possible. Et d'ailleurs, on a, pour l'archive PETAL à l'UL, on a un parseur EasyParse qui est capable de travailler sur la caractérisation des accès aux ressources qui se trouvent dans cette archive, depuis l'extérieur. Donc un peu le même travail que ce que fait OpenEdition. Voir arriver des connexions de l'extérieur et faire tourner EasyParse sur ces logs. Donc c'est possible aussi. Après, on ne fournit pas de moyens consolidés de le faire, même. On a ça en tête, quoi.